Jolies ces couleurs. Beaucoup de rouge d'un coup là. Ça arrive tout le temps en général, les gens commencent à se retourner une fois que la photo est prise. C'est trop tard. Je vais peut-être être très chiant à interviewer parce que vraiment avec une lumière comme ça, je peux m'arrêter toutes les 28 secondes. Donc maintenant pour les quelques personnes qui te connaissent pas, peut-être que tu peux te présenter. Oui. Ils sont nombreux d'ailleurs, les gens qui te connaissent pas. Tu parles. Alors je m'appelle Fabien, je suis photographe depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ok. Je vis à Paris depuis 20 ans à peu près. Je fais de la photo de rue, c'est ce qui m'anime le plus. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est être au cœur des gens. D'accord. J'ai toujours photographié des gens et 6-7 ans après, je pense que la passion est intacte. Ouais. Le gros de mon travail est consacré à Paris. Ok. Même si évidemment je peux shooter partout, tout le temps, en toute occasion. Dès que je voyage, je m'en prive pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais, je pense, un truc un peu plus personnel à raconter sur Paris. D'accord. Donc voilà, c'est beau ça. Que d'actes manqués, de photos ratées. Alors. Non, c'est pas de ta faute. C'est juste que là, c'était très frontal. Ah oui, et parfois. Oui. Ah mais à chaque fois que je passe ici, je me fais la même réflexion parce qu'avec la lumière, les couleurs et la façon dont les mecs sont habillés, effectivement. Il y a un vrai truc, ils sont à la fenêtre. Mais bon. Donc je te disais que le gros de mon travail est consacré à Paris parce que j'ai le sentiment que là où je suis un visiteur, quand je voyage, etc., ici, à force de balayer les mêmes endroits, les mêmes quartiers, puis je me suis aussi rendu compte que je m'intéressais à certains quartiers, pas d'autres, donc je me suis demandé un peu ce que ça voulait dire. Comme quel quartier ? En gros, les quartiers, pas mal rive droite, c'est pas du tout, quand je dis que je suis là et pas à un autre endroit, ça veut pas dire que je dénigre l'autre endroit. D'accord. C'est simplement que je pense, depuis que je me suis intéressé à la photo de rue, tu vois, il y a un gros héritage à Paris quand même de la street photo avec t'as des maîtres. La street photo, elle est née en France. Voilà. Et si tu veux, c'est un peu, si tu vas dans n'importe quelle librairie, et même là, on était au salon de la photo, t'avais un corner dédié à Paris et c'est du noir et blanc, c'est les mêmes maîtres, Bresson, Brassailles, Douaneau, tout ça, voilà. Ouais. Et c'est un peu comme une vieille cassette que t'aurais beaucoup vue. Moi, je pense que j'ai simplement envie de prendre un peu le contre-pied de ça et de raconter que je me reconnais un peu moins dans ce Paris qui a été magnifiquement raconté, en fait. Et ça reste une source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, dans ton livre, tu l'as aussi magnifiquement mis en valeur, Paris. Ouais, mais donc voilà, du coup, en tout cas, j'essaye de le faire, excuse-moi. C'est vrai que je t'emmène, je fais n'importe quoi. J'ai en tout cas voulu juste raconter le Paris que moi je fréquente, que j'ai envie de montrer, qui je pense c'est comme dans le cinéma en fait, le Paris qu'on te montre dans les films hollywoodiens, la plupart du temps, c'est un peu cliché, c'est le quartier latin, les bouquinistes. D'ailleurs, je caricature un peu les choses, mais tu vois, c'est une histoire qu'on nous a beaucoup racontée et du coup, c'est un Paris qui m'intéresse un peu moins. On va parler tout à l'heure on va faire plein de ponts entre la photo et le cinéma, ou en tout cas l'audiovisuel, parce que c'est ton métier, c'est ça ? Oui, je gagne plus ma vie avec la vidéo. Ouais. Je réalise j'ai plein de virages maintenant, même en vidéo. Avant, je faisais surtout de la pub et du corporate. Ouais. Et je me suis mis à faire du docu. J'ai vu, il y a un docu de ouf là qui sort. C'est le gros truc là. Ça nous a pris 2 ans de travail là. Et il va sortir où ce docu ? Parce que Nicolas, que j'ai interviewé il y a quelques mois, m'avait pas parlé du film, mais il m'avait parlé de l'aventure. Donc Nicolas en fait partie, c'est un des 3 protagonistes. Et si je te le pitch très rapidement, c'est l'histoire de Pierre, Myriam et Nicolas. Pierre étant un rescapé du Bataclan. Il s'est retrouvé paraplégique à la suite de la soirée. Et ils ont rebondi. C'est une histoire de résilience. Et ils se sont mis à faire tout un tas de défis sportifs. Ils essayent
De gravir le Kilimandjaro. Ouais, là c'est gravir le Kilimandjaro, mais en général d'explorer des chemins qui n'ont pas été empruntés et qu'on interdit globalement aux personnes invalides. D'accord. Donc c'est un peu leur leitmotiv maintenant. Et donc là, ils s'étaient fixés de monter le Kilimandjaro, et moi c'est une rencontre que j'ai fait complètement fortuite. Je suis tombé sur Nicolas via la photo de rue, Ouais. Nicolas Sebag. Et on a pris un premier verre, il m'a raconté cette histoire qui partait, je sais plus, 4-5 mois après. Et donc on a commencé, moi je leur ai dit, pour moi c'est une histoire incroyable, c'est typiquement le genre d'histoire que j'aimerais raconter en docu. Et ça a commencé comme ça, et j'ai commencé à filmer leur préparation. Ouais. Et voilà, petit à petit je les ai suivis sur plusieurs mois jusqu'à cette ascension du Kilimandjaro. Et je ne raconte pas ce qui s'y est passé, sinon il n'y a aucun intérêt. Ok. Mais c'était une aventure assez folle, et ça nous a pris après bien 1 an et demi de post-production. Ouais. Ok. On recentre un petit peu sur la photo de rue et comment t'es arrivé à la photo de rue? Alors la photo de rue, je pense que ça a commencé sans que je m'en rende compte réellement, parce que je n'avais pas spécialement de culture photo. Ouais. Moi j'ai pas baigné dans un... Enfin j'ai pas reçu une éducation artistique spéciale. Et donc tout est un peu venu comme ça sur le tard. J'ai commencé à prendre la photo en autodidacte, mais ce que je pensais être un hobby, tu vois, comme pour beaucoup de personnes. Et les années passant, et après c'est les premiers voyages aussi qui m'ont initié à la photo de rue. Non, j'ai vu que tu avais vu une photo ou un truc. C'est le voyage qui m'a initié, parce que je pense que c'est le premier endroit où, par réflexe, si tu as bien l'endroit où tu es sûr d'avoir un appareil photo, c'est quand tu pars en voyage. Ouais. Et en fait, même maintenant, quand je regarde avec du recul les photos que je prenais, mes premières photos de voyage, bah en fait, c'était déjà de la photo de rue sans le savoir. J'ai toujours cadré des gens, mais c'est pas du portrait, toi, je suis pas portraitiste. D'accord. Ça a toujours été des gens dans un environnement un peu plus large. Et même si c'était plus débutant et plus instinctif au début, ça a commencé comme ça en fait avec le voyage. D'accord. Et en fait après est arrivé, sauf qu'à l'époque j'avais un combo avec un gros boîtier et un gros 35 mm, ça devait faire 1,5 kg le tout. Et je pense appareil de chez Canon. Ouais voilà, un 5D. Un 5D Mark II. Voilà, un 5D. C'est aussi comme ça que j'ai commencé la vidéo d'ailleurs. Logique. Mais donc le kit, je devais faire 1,5 kg, tu vois, c'était, donc je réfléchissais à 12 fois avant de le prendre sur moi. Et après, j'ai acheté mon premier compact, enfin vraiment un boîtier Fuji assez compact en 2017. Et là, la photo de rue, ça a explosé pour moi parce que j'ai commencé à l'avoir tout le temps sur moi. Et Okay. Ce qui était avant plus de l'ordre du voyage, ça envahit mon quotidien, quoi. Alors c'est sûr qu'une journée comme ça, une soirée comme ça, quand t'as de la lumière, t'as quand même instinctivement envie d'aller là où il y a de la lumière. Ah bah oui, de la suivre. Même si c'est un truc que j'essaie toujours de casser en disant au max de monde qu'il y a des photos partout à faire, par tout temps, et il faut jamais se limiter à ça. Là, je t'avoue que c'est très tentant de jouer juste avec la lumière. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et ensuite le fait d'avoir vraiment, pour le coup c'est la technologie qui m'a aussi aidé, c'est le fait d'avoir un boîtier tout le temps sur moi, ça a commencé à devenir quotidien. Et il y a un autre truc qui a beaucoup joué dans ma pratique aussi, c'est le fait de déménager. J'ai quitté Paris. D'accord. Après qu'on ait eu notre premier fils. Ouais. On est allé à Nice pendant 3 ans. D'accord. Donc en 2015, entre 2015 et 2018. Et c'était 3 très chouettes années, mais c'est à ce moment-là vraiment que pour moi la photo de rue a explosé. Ouais. Et j'ai commencé à rebosser, je continue à travailler à faire des allers-retours avec Paris régulièrement. D'accord. Et là, quand je suis revenu à Paris, tout ce qui me saoulait, là où j'étais un Parisien un peu blasé en quittant Paris, écoute, j'ai redécouvert ça en me disant quel terrain de jeu incroyable. C'est beau la lumière là. Dans ce genre de situation, je sais ce que j'aime bien dans l'arrière-plan, je sais ce que j'aime bien devant avec les cigarettes, j'aimerais bien avoir quelque chose au milieu. Donc parfois c'est un personnage. Le fait que les planètes s'alignent, il faut que les cigarettes se lèvent au bon moment. Après, voilà. J'aime bien ne pas trop me cacher et me faire un peu oublier, tu vois. Je trouve qu'au final, les gens, plus t'es un peu comme ça,
Enfin, c'est avec le temps, hein, c'est pas facile au début, mais je trouve que plus tu t'inspires le doute, moins ça marche. Alors qu'après, une fois finalement tu rentres dans cet espace, tu te fais oublier et ta présence est entre guillemets acceptée. Après, c'est le jeu, en tant que les personnages, la scène ne bouge pas, que la lumière ne bouge pas et tout, je peux potentiellement rester là 5-10 minutes. Voilà. Ah, c'est dommage. Il allait vapoter et envoyer son énorme fumée, regarde, on la voit là. Bon. Bon, on peut avancer, écoute, faut savoir lâcher un... Okay. C'est bien que parfois les sujets d'eux-mêmes s'en aillent. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, le truc c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui débutent la photo et qui se disent ouais mais si je m'approche les gens vont me voir. Et en fait ce que moi je vois c'est que les gens ils ont autre chose à faire que de s'occuper de toi dans la rue. Ouais. Et vraiment, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas de raccourci dans la street photo avant d'acquérir ça, là. Ça prend vraiment du temps. Enfin, moi, je suis d'une nature quand même assez respectueuse, à pas vouloir trop déranger les gens. Et quand j'ai commencé, j'ai raté un nombre incalculable de photos, de peur de briser ce truc-là, ou parce que j'étais justement dans une situation un peu trop... J'inspirais le doute, tu vois, en étant un peu à prendre des photos volées comme ça. Je continue de le faire, je vais pas me mentir. C'est un mix de photos que je compose parfois à l'œil et d'autres que je vole comme ça un peu au poignet. Le terme photo volée, moi, il me dérange un petit peu parce qu'on vole rien finalement. Oui. Et que ça donne une espèce de mauvaise image du truc, un peu. C'est en fait presque que tu te transformes en ninja. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais photo volée, c'est parce que je pense que c'est plus dans la perception des gens. Toi, tu t'as un peu volé une photo avec leur image. Et c'est là où parfois la discussion peut s'installer. Les gens ne sont pas toujours partants, ce que je peux comprendre. Mais voilà, moi, juste vraiment le retour d'expérience que j'aime bien partager, c'est qu'avec le temps, le fait de montrer, entre guillemets, ta présence soit acceptée à un moment donné. Ouais. Alors, ça marche pas tout le temps, parfois on me regarde avec des gros yeux et... C'est joli avec la lumière. Là. Bonsoir messieurs. Et c'est pareil maintenant, souvent j'essaye d'avoir un petit mot direct, toi, pour décrisper toute... Et la plupart des gens se disent en fait d'accord, c'est juste un photographe. Est-ce que tu te balades avec des tirages ou avec un livre ou avec quelque chose Alors tu sais quoi, normalement j'ai toujours Quelqu'un t'a balancé là-dessus. Mon petit livre, et j'ai hésité à l'emmener, mais je me suis dit que j'allais voyager léger aujourd'hui pour la vidéo. Mais normalement j'ai toujours mon petit sac à dos et je me suis imprimé c'était une offre, je sais plus chez quel imprimeur en ligne. Ouais. C'est vraiment un mini livre, donc j'avais fait une petite, mais vraiment une maquette à la va-vite. Attention. Maintenant, tu pourrais le faire avec une maquette un peu plus grande, avec carrément ton livre. C'est joli ça. C'est dommage l'ombre. Ouais. Tu vois, le monsieur derrière, j'ai du mal avec les 800 ISO un peu limités là. J'ai du mal à le faire ressortir là. Mais ça peut marcher, j'aimerais bien. Alors après, j'aime bien travailler mes scènes en général. Tu vois, j'aime bien faire une première photo parce que voilà, je capte le truc. Et si j'en ai l'occasion, que la scène bouge pas trop, tu vois, comme là, je vais. Tu vas continuer à travailler. Ouais. Et c'est bien qu'il se passe un truc un peu intéressant. Bon, c'est pas toujours le cas, évidemment. Ouais, la lumière est en train de bouger très vite là. Allez, reviens. Il y avait une jeune fille en rouge tout à l'heure, là, c'était assez joli. Parfois ça arrive très souvent ça, t'as vu la photo et après tu vas essayer d'attendre qu'elle se reproduise entre guillemets et ça n'arrive jamais.
C'est ça qu'il faut être efficace. Vous Parfois, il avez se passe des regards, choses comme ça. Ah ouais. Bon, allez, let's go. Le monsieur derrière la fenêtre. C'est dommage. C'est beau, là. Ah, c'est dommage. Après, c'est sûr qu'on est visible, quand même. Oui. On s'arrête à deux, et en puis plus. Ouais. Oui, en plus, je suis désolé. Non, mais ce serait pareil en vrai tout seul, hein, parce que si je reste, tu vois un mec avec son appareil photo qui squatte devant la vitrine où t'es, bon, ça, Alors, les gens se méfient. A priori, la lumière, ça t'attire, mais quelles sont les autres choses qui te font déclencher? C'est vraiment les premiers stimuli, je dirais, c'est les gens. Ouais. C'est des petites scènes de vie, c'est des visages, tu vois, des gens qui ont des tronches. Ok. C'est un petit geste. En fait, tout ce qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, enfin, toi, tous les gens avec leur téléphone. C'est vrai qu'avec le temps, ça devient des scènes un peu trop banales. Alors peut-être Oui. que ça sera des Dans- marqueurs dans le temps et qu'on sera tous avec des téléphones implantés et tout. On se dira, tiens, c'était marrant cette époque. Mais ouais, voilà. Donc j'essaye quand même d'aller chercher des petites... Ouais, je te dis, c'est des attitudes, des personnages. Et alors, quand tu mets ton œil dans l'œilleton, comment tu composes? Comment tu crées ta photo? Ce que j'aimerais savoir avec cette question, c'est le processus en fait qui fait que tu vas déclencher à ce moment-là et pas un autre, ou parce que tu as vu quelque chose. Ouais. Bah écoute, j'aime vraiment composer mes images par plan, Ouais. les layers comme on dit Ouais. dans le jargon. Pas pour... En fait, je me méfie de ce truc-là parce que si tu fais que ça, tu peux vite tomber dans un peu l'exercice de style où Moi, je mis. tu cales des gens un peu partout dans ton image, mais il n'y a pas grand-chose qui s'en dégage pour autant. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça en général que tu vois, je vais peut-être passer par cette même rue, voir l'arrière-plan, le monsieur qui bouge pas avec son ombre et tout, et je me dis, tiens, j'ai déjà ma couche du fond, entre guillemets, quoi. Ok. T'as ta base et maintenant t'attends de. J'ai ma base, construire. voilà. D'accord. Donc parfois ça marche dans ce sens-là, je vais construire quasiment par l'arrière de la photo, tu vois, mais la limite de ça, c'est que il peut ne jamais rien se passer d'intéressant au premier plan et tu feras pas de photos qui sortent du lot. Et parfois c'est un peu au feeling, c'est vraiment je vois une personne arriver, Ouais. je me dis bon, c'est un personnage, mais je vais pas juste le snapper comme ça. Et donc là, je me mets un peu tu vois, le cerveau qui rentre en ébullition et je me dis tiens, enfin j'essaie de trouver peut-être soit un écho avec la rue où on est. Ouais. Tu vois, ça va être un motif qui va passer. Je vais me dire tiens, regarde, il y a des motifs sur les petits mannequins là, et je vais essayer de faire matcher un peu tout ça. Enfin, je vais essayer de d'amener un peu de profondeur dans l'image en fait. Je trouve que ça fait souvent la différence entre un snap basique entre guillemets et une image où tu as un peu réfléchi à ce que tu allais mettre devant ou derrière, quoi. Après, j'imagine aussi qu'il y a certaines fois, je pense à cette photo où tu as deux personnes qui ont des sacs Action. Ah oui. Et en fait, Pas très loin d'ailleurs d'ici. Oui, j'imagine. Et en fait, ça tu l'as pas. Ah ouais. Ça, J'étais pas là pour le shooter. Voilà. Tu l'as pas calculé. Non. Tu les Et as vus. ce qui est très drôle, c'est que il y a un témoin de cette scène que tu as interviewé, c'est Nicolas, encore une fois, ce bag. Ouais. On était ensemble en fait, on marchait comme là, toi et moi là. D'accord. Et on était plutôt en mode, on avait bien shooté, toi, depuis peut-être 2 heures. Et on était plutôt juste en train de papoter et de remonter le boulevard à Belleville. Et en fait, ça s'est passé comme ça se passerait maintenant, là, tu vois. On était en train de discuter, pareil. Et cette photo, je l'ai vraiment prise. J'ai vraiment eu le temps de faire ça, quoi. Tac, tac. D'accord. Donc elle est peut-être moins composée et tout, bien que je l'aime quand même parce qu'il y a un premier plan avec justement une main avec un téléphone qui crée justement un tout petit peu de profondeur. Ouais. J'ai eu le temps d'en faire 2 en fait. J'ai fait tac et retac. Et voilà, j'en ai gardé une. Ils ont dû croire que je les prenais en photo.
Donc là on arrive à Belleville, écoute c'est pas du tout là où je voulais aller à la base, mais ça tombe très bien parce que c'est l'endroit où je passe le plus de temps dernièrement. D'accord, c'est ton quartier général. Ça l'est devenu, je passe un peu de quartier là d'où on est parti, Répu, mais plus spécifiquement après Strasbourg-Saint-Denis, Château d'Eau, Gare de l'Est, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et je continue d'y passer beaucoup de temps. Mais maintenant... Alors c'est une bonne question, c'est parce que tout comme j'ai passé beaucoup de temps vers Pigalle, c'est la place de Clichy, là pour le coup c'est parce que j'y vis. Mais parce que c'est des quartiers où pour moi il y a une sorte de tension, c'est peut-être un grand mot, mais c'est des quartiers, on parle de gentrification tout le temps. Donc effectivement on chasse un peu les classes un peu plus populaires. Mais malgré tout ils conservent une identité, tu vois, par exemple à Strasbourg-Saint-Denis, rue du Faubourg-Saint-Denis, c'est l'ancien sentier turc, kurde et tout, donc tu as énormément de commerces et de restaurants turcs. Tu as le passage Brady qui est ils appellent ça je crois Little Jaffna, voilà, donc tu as des Indiens, des Pakistanais. Château d'Eau, tu as tous les salons de coiffure afro-antillais. Enfin, pour moi c'est un brassage culturel dingue, mais c'est vraiment les quartiers où j'aime passer du temps en fait. D'accord. Et donc je pense que ma photo, inconsciemment, j'ai envie qu'elle représente ça. Et moins ce qu'on se disait un peu plus le quartier latin, un peu plus bourgeois, un peu plus blanc aussi, tu vois. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment besoin de sentir que ce soit là où je vis ou les quartiers où je passe du temps. Voilà, ce côté métissé, brassé, où c'est tout un petit monde qui vit au même endroit, toi qui es venu au même endroit. On avance un peu. Et pour en revenir la gentrification, c'est un mot un peu barbare, ça fait un truc un peu de sociologue. Alors que derrière, il y a quand même une réalité qui est un peu plus triste, et sombre. Parce qu'en fait, vraiment, c'est des bouts de quartier entiers qui perdent un peu leur âme, tu vois. Donc voilà, tu vois, on utilise ce mot un peu à tort et à travers. Mais je trouve que la réalité derrière, c'est un peu plus triste, toi. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai envie d'être dans ces quartiers et de... Documenter, c'est un grand mot parce que j'ai pas d'ambition pour l'instant documentaire, mais malgré tout, tu le fais quand même. Malgré tout, tu vois, c'est un truc tout bête. Le coin de rue tout à l'heure où on était, on est passé à côté à Strasbourg-Saint-Denis. J'ai fait des photos et tu sais devant il y a un KFC. Et en fait, il a changé peut-être 3 fois déjà de look. Il a été en travaux, il y avait des palissades assurées, rouge et blanche, il y avait un ancien store rouge que j'adorais. Et maintenant, je trouve qu'il est terriblement lambda et neutre, tu vois. Et donc en fait, quand bien même je suis pas photographe documentaire pur et dur, rien qu'à l'échelle de ma production photo, j'arrive à me rendre compte que les quartiers changent, que les devantures changent, et qu'en fait, voilà, tes photos, que tu le veuilles ou non, elles auront une portée quand même documentaire et symbolique. Sur ton Instagram ou sur les productions qu'on peut voir de toi, je vois beaucoup de photos unitaires, mais est-ce que tu travailles quand même en mode série ? De plus en plus. J'avoue que ce qui a été longtemps pour moi la photo de rue, juste déjà un moment pour moi, un moment qui me fait du bien. Je trouve que la belle photo c'est la cerise sur le gâteau, mais en réalité moi c'est vraiment le moment qui me plaît, tu vois. Et ça a longtemps instinctif et je pense que j'aurais pu passer 20 ans à faire des photos comme ça, un peu random et prendre la vie qui m'entoure. Et ça me va très bien et je pense que je continuerai à le faire. Je trouve qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est aussi le contexte qui a changé, je trouve que tout le monde fait un peu de la photo de rue, tu vois, il y a une sorte de surabondance. Il y a en ce moment, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un creux pendant, quelques années, et là ça revient. Ouais, fort. Et du coup, il y a tellement de photos de rue qu'aujourd'hui, ça me donne l'envie de faire Attention au vélo. Pardon, merci. Merci. Ça me donne envie de faire un truc peut-être un peu moins en surface, de commencer à, pour le coup, à tendre vers le documentaire. Je suis en train de mater. Ça, c'est un des vrais trucs en revanche qui est difficile dans la rue. Et ici, par exemple à Belleville, il y a le marché. Il y a les mecs qui vendent des clopes et tout. Et en fait, dès que les gens travaillent dans la rue, globalement, quand tu es avec un appareil photo, c'est les moments les plus délicats en général. Ils ont toujours l'impression que tu es là pour les emmerder. Plusieurs fois, moi, on m'a dit, mais vous êtes de la police Ouais, voilà. Donc en fait, ils nous voient nous balader avec un appareil, des outils pour capter les visages. Puis même sur le marché, parfois ils pensent que t'es sous à l'hygiène, tu sais, j'ai déjà eu une réaction un peu vive comme ça de mecs qui déchargeaient des carcasses.
Ça passe jamais bien, ça. Ils sont toujours les carcasses dans les boucheries. Ouais. C'est toujours compliqué. Mais avec le temps, vraiment, c'est pareil. Ici, en fait, je viens souvent maintenant. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a des réactions comme ça où on me dit qu'est-ce que tu fais, je veux savoir ce que tu fais, je peux voir les photos et tout. Bah, en fait, maintenant, j'engage la conversation et justement, j'ai ce petit livre que je n'ai pas aujourd'hui. Où je leur montre un peu les photos que je fais. Et j'ai fait volontairement une sélection de photos qui sont vraiment juste graphiques, tu vois, juste esthétiques. Ouais. Pour leur montrer. Et d'un coup, en fait, tu bascules là où tu étais un mec un peu bizarre, où ils avaient des doutes. D'ailleurs, je leur montre pas Instagram, tu vois, je leur montre pas. Je leur dis pas, bah, la photo que je viens de prendre là, potentiellement, elle va sur Instagram. Donc, je leur montre ça et d'un coup, tu bascules un peu vers le côté. T'as un artiste de rue, quoi. Ah ouais, d'accord, il fait des photos, il les imprime. Et en fait, honnêtement, ça m'a décrispé plein de situations. Et typiquement, toi, sur le marché, je pense que j'ai dû faire des 15-20 stands où j'ai fait des photos à force après des gens et je leur envoie après. Parce qu'une fois qu'on a commencé à parler, ils vont commencer à poser, à prendre la pose. Donc là, ça m'intéresse plus d'un point de vue photo, Oui. mais ça m'intéresse d'un point de vue humain et surtout se faire accepter en fait. Toi, semaine après semaine. Toi, tu veux que je me mette de l'autre côté parce qu'il y avait des... Ouais, j'ai juste vu un truc. Ah bah c'est toi qui as vu un truc donc... Ah oui, c'est parce qu'il y avait le... Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est parce qu'en fait, il y a un reflet des cuistots, mais il est un peu loin pour mon 28 là. Donc voilà, en fait, c'est tout ce travail que je fais là. Ouais. Même ici, là, les mecs qui vendent des clopes, ça m'est déjà arrivé de parler, et j'en ai fait une ou deux photos, et ce qui n'était pas gagné, tu vois, à la base. Donc voilà, en fait, avant de parler, je pense, photo, après documentaire, il y a le fait de connaître un peu son sujet, tu vois, de gagner un peu la confiance. Le côté très humain. Ouais. J'ai interviewé Jean-Baptiste Pellerin à plusieurs reprises. Et pour le coup, lui, il est super à l'aise partout. Il engage la conversation avec tout le monde. Ouais. C'est bras dessus avec énormément de gens. Et en fait, c'est comme ça qu'il construit effectivement. Et beaucoup de gens me disent aussi que avant d'aimer aller faire de la photo, en fait, ils aiment aller se balader. Oui. Et engager avec les gens, en fait. Bah en fait, c'est ça, toi, maintenant, même si j'ai fait la photo et que j'ai pas demandé l'autorisation, Ouais. bah maintenant, je vais quand même souvent avoir un petit mot, un petit bonne journée, où je leur explique que c'était joli, que j'ai bien aimé cette scène et que... Et comment tu gères, j'imagine que ça t'est malheureusement quand même arrivé, les situations conflictuelles? À Paris, j'ai eu une photo, j'ai effacé une seule photo. Ok. Et pour le coup, je pense que j'aurais pu ne pas l'effacer, mais ça aurait pas été très respectueux, parce que vraiment, le monsieur, c'était un vieux monsieur avec son journal. Ouais. Et en plus, au fond de moi, un peu lâche, mais je savais que la photo était pas formidable, donc j'avais pas trop de peine à l'effacer. Mais je l'ai plus fait vraiment par respect, parce que généralement, enfin je te dis, à Paris, j'ai jamais eu vraiment à effacer de photos. Ok. J'ai eu plus de soucis, paradoxalement, mais peut-être parce que c'était il y a 10 ans, plus de 10 ans, c'était à New York, qui est quand même une ville photographiée oui. en long, en large, en travers, où la présence des street photographes, elle est quand même peut-être plus habituelle et plus acceptée. Ok. Et c'est là-bas où on m'a demandé 2 fois d'effacer des photos à l'échelle d'une semaine, ce qui est beaucoup par rapport à ici, quoi. Justement, ça me permet de rebondir parce que je sais plus avec qui, mais lors de la soirée de lancement de ton livre, la semaine dernière, je discutais avec des gens et il y avait ce truc qui disait en fait en photo de rue on a déjà tout fait. Oui et non, parce qu'en fait il y a encore énormément de choses à faire. Et je sais plus qui citait l'exemple du flou de métro. Ah oui, dans tes photos, tu as une photo un peu folle justement avec un bus qui passe. Bah, c'est la photo qui couvre le livre. D'accord. Bah, ça, toi, c'est une photo de 2018. Ouais. Et c'est la première pour moi qui marque mon retour à Paris et le début en fait de ce projet Cosmopolite. C'est vraiment la première. C'est pour ça que je voulais que ça soit la première du livre. Ok. Et parce que voilà, c'est un peu vraiment c'est comme ça que je me suis dit. Enfin, c'est ça là qui a marqué vraiment ce truc où je me suis rejeté à corps perdu dans la rue à Paris. Ouais. Parce que tu vois, et encore une fois, ce qu'on disait, c'est
Le métro ou le bus, le flou, on en a vu 1 milliard. Bah, si c'est bien fait et que ça apporte quelque chose, Ouais, c'est cool. et puis regarde à l'échelle juste même de nos vies, le bus, le métro, c'était des voitures séparées avec des espaces entre les voitures. Là, de plus en plus, ça devient des métros automatiques où il n'y a plus ces séparations. Ouais. Avant, et en fait, la photo devient impossible à faire, celle-là. C'est celle où tu cadres entre justement les voitures de métro. Et donc voilà, toi, à l'échelle de notre vie, c'est un truc tout bête, mais les métros ont changé, quoi. Les colonnes Maurice ont changé, les kiosques à journaux ont changé. Bon, du coup, ta photo, malgré tout, je trouve qu'elle sera, quand tu la regarderas dans 20 ans. Ça, c'est un autre exemple ici, le relais de Belleville. Ouais. C'est pareil, c'est un bar où je fais des photos l'autre jour devant la devanture, là, dans le petit cadre bleu, je sais pas si tu vois, il y a un petit rectangle bleu. Et là où, pareil, au début, là, je me serais peut-être un peu enfui vite, il y a la tenancière des lieux qui est sortie, et puis en fait, très agréable en fait, et on a échangé les Instagram, et du coup je repasse maintenant régulièrement ici. Je suis persuadé, c'est une théorie que j'ai, c'est qu'en fait, si tu arrives avec de l'énergie, Ouais, on va t'accueillir on va te répondre avec de l'énergie. mais non mais c'est vrai. Si tu arrives crispé, genre suspect, les gens vont voir ta tête, ils vont se dire Mais ils le sentent quoi, Ouais, c'est ça. tu le transmets, ouais. donc, on est des animaux avant tout, tu vois. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et après, en revanche, je sais que c'est facile à dire aujourd'hui, mais ça prend du temps. Oui. Je trouve vraiment qu'en photo de rue, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas... S'approcher, Ce sera pas un claquement de doigts. effectivement, ça peut être compliqué. Je rebondissais sur le fait qu'effectivement, on a déjà tout fait, mais oui. tout est encore à faire. T'as raison de dire ça parce que vraiment au début, je le partage parce que peut-être que d'autres le ressentent comme ça aussi. Vraiment quand je me suis lancé dans la photo de rue et que j'ai commencé à être abreuvé par les photos sur Instagram, à acheter quelques livres et tout, j'ai commencé à me dire waouh, en fait effectivement tout a été fait et tout a probablement été mieux fait que ce que je ferais un jour dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc moi ça a eu un côté un peu paralysant au début. Je me suis dit, je regardais les profils sur Instagram, je me disais ok. Je vois pas ce que je peux apporter. Je vois pas ce que je peux apporter à cette pratique. Et ça a été au début, puis malgré tout, je pense que quand t'as la pulsion, l'envie, tu te mets à shooter un peu instinctivement dans la rue. Ouais. Et en fait, avec le temps, après, j'ai commencé à réaliser que je shootais pour moi, en premier lieu. Toi, Oh, pardon, j'ai commencé à partager sur Instagram, etc. Mais en tout premier lieu, je shootais pour moi. Et en fait, moi, ça m'a permis de débloquer cette sensation un peu désagréable que t'as rien à apporter en fait à la pratique. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à le faire pour moi. Et puis en fait, je pense que quand tu commences à le faire pour toi et que tu te passionnes pour les choses, et que malgré tout, tu t'enrichis ta culture photographique avec les livres. Et dès que tu sors un peu d'Instagram, quand même, il faut être honnête. Instagram, c'est bien parce que t'as des photos de partout, du bout du monde qui t'arrivent, Ouais. et c'est inspirant. Mais Le format roi, ça reste quand même voilà. le livre. Ouais. D'ailleurs, c'est contagieux parce que c'est Julien Pasternak qui m'avait dit qu'en fait, une fois qu'il avait terminé l'interview avec toi, il avait couru à la Fnac pour aller essayer d'acheter The Suffering of Light d'Alex Webb. Écoute, je suis très content qu'il l'ait fait parce que je pense qu'il ne le regrette pas. Parce que c'est une petite bible. Je veux dire, je sais pas combien de pages de pépites absolues où tu dis. Enfin, vraiment, c'en est même fatigant. C'est chaque page. C'est un mini chef-d'œuvre. Donc ouais, ça fait partie des livres, moi, qui ont été marquants. Pour énormément de gens, et puis surtout si tu fais effectivement du layering. Les couleurs, le layering. Ça aussi, les couleurs, c'est un truc important dans ma pratique. Ouais. Je pense pour les raisons un peu qu'on a citées, c'est le fait que ce Paris que je vois et que j'ai envie de raconter, j'ai l'impression il faut que ça vibre avec la couleur, quoi. Oui. Je pourrais l'inscrire dans du noir et blanc et qu'il y ait une sorte de petite vibe intemporelle. Mais autant je fais du noir et blanc en famille, par exemple, parce que je pense que j'ai tout de suite envie que ma photo de ce petit instant présent devienne un souvenir, instantané. Ouais. Un truc un peu intemporel. Je pense que il y a une partie de toi qui n'a pas envie de voir vieillir tes enfants.
En revanche, j'ai envie que les photos couleurs vieillissent, parce que c'est vrai que quand je regarde des photos, je sais pas, d'Harry Gruyaert ou de je sais pas quel auteur un peu daté maintenant, tu vois, les voitures étaient bleues, jaunes, vertes. Là, regarde, maintenant, c'est 50 nuances de gris, de noir et de... Ouais. Et donc voilà, pour moi, la couleur, ça a son importance, parce que ça racontera un peu quand même quelque chose de notre époque sur la durée. Je me posais la question parce que comme effectivement tu travailles pour l'audiovisuel, est-ce que consciemment, ou peut-être même inconsciemment, il y a des ponts qui se créent entre ton travail et la photo? Est-ce que le cinéma ou l'audiovisuel inspire la photo? Ouais, si, complètement. Il y a vraiment des passerelles entre les deux. Je pense que j'importe plus de la partie photo dans la partie vidéo. Ouais. Dans le sens, toutes mes idées de composition, de cadrage, vraiment l'école de la street photo. D'ailleurs, je conseillerais à quiconque veut devenir directeur photo, même être vidéaste, Ah oui. de faire de la street photo, parce que apprendre à cadrer vite, composer vite, t'adapter, changer de distance, composer avec des plans, enfin tu vois, intégrer un personnage dans un truc plus large que lui. Est-ce que tu es directeur photo, c'est ça? Non, directeur photo, c'est vraiment un job, chef-op, directeur photo, c'est un job à part entière. Oui. Je suis réal, Ouais. donc même sur les travaux genre publicitaires, Ouais. je peux ne pas tenir la caméra. C'est un... Oui, j'ai fait une école de cinéma. Ah bah voilà, bon ok. Bon bah voilà, sur les jobs pub, en revanche, sur tout ce qui est corpo et documentaire, Ouais. je fais les deux. D'accord. Je cadre beaucoup. Ok. Donc voilà, donc j'importe beaucoup de mon travail street photo dans la prise de vue vidéo. Ouais. D'ailleurs, toute première vidéo que j'ai réalisée que j'avais faite sur la ville de Nice, c'est une vidéo sans ambition. Juste avec le 5D, justement, à l'époque, tu pouvais en un bouton passer du mode photo à vidéo. T'es fou cet appareil. Donc voilà, j'avais fait une petite vidéo sur la ville de Nice, et si tu la regardes, c'est vraiment des plans vidéo faits par un photographe. D'accord. Quasiment pas de mouvement de caméra, il n'y a pas de... C'est juste composé comme des photos un peu animées en fait. Je suis persuadé que en fait, en regardant beaucoup de films, moi j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de films dans ma vie, et je pense que ça participe effectivement au développement de ton œil, à la création de ton style. S'il y avait des réalisateurs qui pourraient inspirer les photos des gens, on pourrait citer qui? C'est une très bonne question, parce qu'après, c'est pas forcément, toutes des filmographies entières que je vais retenir, pas des films, ou même des films, parce que tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup les réalisateurs alors qui commencent à être des papilles là, tu vois, les Spielberg, les Scorsese, qui sont très techniques. Et effectivement, si tu prends si tu mets pause dans les films, t'as des photos qui sont toutes faites en fait. Ouais. Mais, dans les réals que j'aime vraiment beaucoup comme ça, il y a James Gray. Oui. Tu vois, typiquement, ces films, c'est une sorte de... C'est vraiment les codes un peu... genre du cinéma... classicisme, ils appellent ça souvent genre néoclassicisme. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a un truc très élégant, très épuré, et en fait, c'est pas une démonstration de style, mais je trouve que c'est des films en général magnifiques. Ouais. Après, ça peut être des films tout courts, tu vois, par exemple, je sais pas si je devais en citer un, genre La 25e heure, par exemple. Ok. Tu vois, de Spike Lee. Oui. J'adore ce film aussi parce que j'adore Edward Norton et que je connais pour le coup toute sa filmographie à lui. Mais voilà, sur la façon de représenter la ville, les quartiers, les communautés, avec des scènes très fortes juste d'acting. Et pour répondre à ta question de façon un peu plus large aussi sur ce que peut apporter le cinéma ou dans la photo, c'est justement la narration et le fait de... Là où en cinéma, ça va te sembler un peu évident de changer tes valeurs de plan, tu vois, avoir un establishing shot avec... tu présentes la ville un peu plus large, ton environnement, et après avoir des plans plus serrés, des inserts sur les mains, des choses comme ça. Ce truc de jeu entre les plans, je pense qu'en photo, j'essaie quand même un peu de faire ça. Tu vois, d'avoir parfois mon être humain qui va être comme ça dans la photo, et être parfois au contraire très serré, ou juste aller chercher les mains, ou un détail sur, je sais pas, des talons, des choses comme ça. Donc le truc de jouer avec les valeurs de plan, tout en gardant quand même qu'un 28 mm, sans changer de focale. Je pense que c'est un truc que j'ai pris de la narration plus cinématographique, les documentaires. D'ailleurs, c'est quoi si tu avais une seule optique, une seule focale,
en photo? Bah écoute, ce serait le 28 maintenant. J'ai travaillé très longtemps avec le 35. Ouais. Et à la toute fin, je commençais à me sentir un peu à l'étroit, entre guillemets. Ok. Parce que justement, avec le temps, j'ai vraiment pris l'habitude de construire mes photos avec des plans, avec de la profondeur. Enfin, on essaye quoi. Ouais. Et donc, je suis passé au 28. J'ai l'impression que si tu veux, il y a plus de lumière par là, parce que là, Ouais, t'as raison. il n'y a T'as plus raison. rien. Donc, ouais, le 28 mm. Et alors après, je vais te dire autre chose. J'ai un très bon pote photographe aussi qui s'appelle Morgan, le tourneur. Et on a eu des phases comme ça où on s'était acheté un 85 mm, enfin un équivalent 85 sur Fuji. Et il y a des phases où on n'utilisait que ça. Et tu vois, on s'imposait ça un peu comme une contrainte créative. D'accord. Et on se disait, tiens, on fait 2 semaines avec le 85. Ok. Et en fait, en réalité, quand tu reviens après au 28 ou... En fait, vraiment, ça enrichit ta pratique, ça te donne d'autres idées de compo. Enfin, je trouve que la contrainte en création peut paraître paradoxale, mais c'est souvent... Bah, c'est dans la contrainte que tu grandis, que tu développes. Voilà. Ouais. Et donc, mais bon, pour répondre à ta question, si je devais choisir qu'une focale, et c'est celle que j'utilise 98% du temps, c'est le 28 mm. Donc là, c'est un 28 Là, c'est un 28, ouais. qui est monté sur... Sur un Leica M9. D'accord. Un de leurs premiers boîtiers numériques. Donc c'est le second boîtier numérique, mais c'est le premier plein format numérique. Oui, voilà, exactement. Et en fait, j'adore parce que si on parle un peu matériel, alors j'ai un Q3 à côté, hein, le Q3 Okay. qui est une bête de concours, il n'y a aucun souci. Si je devais choisir un boîtier pour être très efficace, ça serait celui-là, toi, pour rater le moins de photos possible. D'ailleurs, comment tu fais pour passer du télémètre au pas télémètre? Est-ce que tu vois, maintenant moi que je suis passé au télémètre, j'ai plein de difficultés pour faire des photos avec un appareil qui n'est pas un télémètre. Bah, le premier truc déjà, c'est que je travaille quasiment que en focus manuel, en hyperfocal là. Ouais. Donc en réalité, je mets vraiment le boîtier à l'œil pour avoir mon cadre rapidement. D'accord. Mais en général, c'est pas pour faire mon focus. Donc le truc du passage au télémètre, au viewfinder numérique et tout, ça me dérange pas trop. Mais après, je t'avoue qu'en expérience pure et dure, en plaisir, les boîtiers M, enfin le télémètre, j'adore. Parce que en fait, ça va très vite. Enfin, l'autre, ça va très vite aussi, mais c'est... Moi, j'en utilise un depuis un an. J'ai acheté un M240 il y a un an et ça a révolutionné ma photo. En fait, c'est dithyrambique quoi. Ouais. Bah, c'est assez... ça peut sonner un peu cliché quand on parle d'expérience photo. Mais c'est vrai qu'avec les boîtiers M, tu as une expérience qui est vraiment tout autre, quoi. L'ergonomie, je me concentre absolument pas sur mes réglages, mes menus. Ouais. Et le déclencheur, toi, c'est un peu plus lent que mon... Tu rafales pas, ça fait plus de bruit, t'es un tout petit peu moins discret. Il y a cette limite aussi sur ce boîtier-là, en couleur, au-delà de 800 ISO, les images commencent à se dégrader quand même très vite. Là où avec mon Q3 à 6400 ISO, c'est encore très acceptable. Mais donc j'aime bien parce que c'est comme si tu avais limite du film argentique, 800 ISO et il faut composer avec quoi. Ouais. Donc là je sais que la lumière tombe, ça va commencer à devenir compliqué pour toi. Compliqué, mais en même temps c'est challengeant. C'est challengeant en fait. Donc voilà, en tout cas tant que tu me donnes un boîtier assez compact avec un 28 mm, je suis heureux. Donc on a parlé de matos, on va parler de conseils. Si tu avais un conseil ou deux conseils à donner à quelqu'un qui débute la photo de rue, quels seraient les conseils? Mon premier conseil, ce serait de se préparer un long chemin. C'est que, je l'ai peut-être dit un peu plus tôt quand je dis qu'il n'y a pas de raccourci, c'est que il n'y aura peut-être pas de résultat immédiat, et c'est pas grave, c'est ok, ça va être beaucoup de ratés, beaucoup d'échecs. Et un jour, tu vas réussir à faire une première photo qui te plaît, et tu vas dire, tiens, c'est intéressant, tu seras fier, tu l'auras mérité, quoi. Donc vraiment, mon premier conseil, ce serait vraiment de shooter. Ouais. Ne pas avoir peur de rater. D'accord. Ça
parce que rater, ça fait partie du processus aussi en fait. Ça fait rater. Tu sais, moi, j'aime bien faire l'analogie avec le skate. C'est un truc bizarre, mais j'ai fait pas mal de skate plus jeune, et je trouve qu'il y a vraiment un truc très similaire à la pratique de la street photo, c'est que le skate, c'est tu ne fais que tomber, tu ne fais que rater. Ok. Et un jour, baf, tu commences à replaquer ta première figure, t'es comme un fou. Et tu repars, tu vas te dire je vais vouloir faire une figure un peu plus compliquée. Et là tu repars pour un cycle où tu vas rater. Et en fait c'est une construction par l'échec. Construction par l'échec, et en fait je trouve que là, en street photo c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je trouve que la plupart des street photographes que tu rencontres sont des gens cool et tout, c'est que je pense qu'on sait que tous dans notre coin on trim pas mal. Et je retrouve vraiment ça dans la culture skate où c'était une communauté très, très cool partout où tu allais, tu faisais des rencontres facilement. Et... Ouais. Bon, on s'éloigne peut-être du sujet, mais tout ce que je voulais dire, c'est que ce truc de la construction par l'échec en street photo, c'est très vrai. Et donc voilà, je dirais qu'il faut s'armer de patience parce qu'en fait, ça va te procurer des satisfactions folles sur la durée, Ok. mais ça va prendre un peu de temps. Et faut pas avoir peur de rater. Si tu avais un deuxième conseil, Le deuxième conseil, ce soyons serait... gourmands. Non, pas de souci. Moi, ce serait de trouver ta focale et ta distance. D'accord. C'est le truc, je pense, le plus important d'un point de vue après un peu technique, Ok. au-delà de la philosophie et de la peur de l'échec, etc. C'est de trouver sa focale et sa distance parce que tu fais des progrès à vitesse grand V dès lors que tu commences à avoir ta focale en tête, Ouais. à savoir où te placer pour que la scène que tu vois corresponde à ta focale. Ok. Et faire en sorte avec le temps que ce petit objet que tu as dans la main, ça devienne non plus un obstacle ou un truc, tu vois, une barrière entre toi et la scène, mais plutôt Alors, un truc que tu finis par oublier ou un allié, quoi. le truc, c'est que je sais que je connais la réponse que tu vas faire, mais je vais quand même poser la question. Comment on trouve sa focale et sa distance? C'est vrai qu'il faut essayer. Je dirais qu'il ne faut pas essayer avec un zoom. Parce que si tu commences à prendre un 24-70, et attention, c'est pas des jugements, parce que je pense que j'ai utilisé des zooms et c'est juste qu'avec la pratique, on peut se permettre de dire je pense qu'il vaut mieux faire ça et moins ça. Donc je trouve que le zoom au début, c'est pas le bon. Ou alors tu peux shooter avec un 24-70 toutes tes vacances. Ouais. Et peut-être après, il y a des logiciels, genre dans Lightroom, tu regardes les photos qui te plaisent le plus et tu vas te rendre compte. Tu peux regarder la focale à laquelle ton appareil a utilisé le zoom. Ouais. Et je faisais ça un peu au début, je crois. J'ai à un moment donné ce truc où j'ai commencé à regarder, je me dis tiens, j'avais un zoom, mais c'est marrant parce que toutes mes photos se situent entre le 24 et 40 mm, toi, par exemple. Ok. Donc je me suis dit tiens, je vais peut-être essayer un 35. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que de toute façon, la photo de rue... Parce que donc ça c'est pour la focale, mais pour la distance, qu'est-ce que... Enfin, si tu connais pas par cœur ta focale, ça doit être compliqué aussi de savoir quelle distance tu fais quoi. Parce que qu'est-ce que tu vas vérifier quand tu dis trouver sa bonne distance, à quoi tu penses? Je pense par rapport aux gens, quoi, par rapport à la scène que tu vois. Si... Je pense que ça commence par la focale parce que en fait une fois que tu as vissé ton objectif et que tu commences à voir soit avec ton écran, soit avec ton œilleton, une fois que tu as ta focale, c'est à toi de bouger dans la scène parce que tu pourras pas zoomer, quoi. Donc je pense que ça commence, c'est intéressant ça. Ouais. Monsieur qui portait ses poireaux en bandoulière. Donc pour moi ça commence par la focale. Il faut que tu essayes, tu te visses un 35 mm. Peut-être que tu vas te sentir trop loin tout le temps de ton sujet. Ouais. Et là, tu vas te dire, c'est fou, si je mets un 35, il faut vraiment que je m'approche près. Et à l'inverse, si tu te sens plus à l'aise avec un 50, tu vas dire, tiens, c'est marrant, là, en fait, c'est plus ma distance. Tu vois, là, le monsieur que je vois là, le 50, il est plus fidèle à mon œil, voilà. Mais je commencerai par essayer une focale et après bouger dans la scène avec ton corps, en fait. Et alors, à ton avis, quelle est la... Alors, c'est pas pour simplifier, peut-être que c'est pour simplifier les choses, mais ton avis, quelle serait la focale la plus simple à utiliser en débutant? Et dans quel ordre il faut y aller? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut commencer par un 28 et après essayer 35, 50, ou est-ce qu'il faut faire dans l'autre sens? Je pense que c'est plus facile de faire dans l'autre sens, mais est-ce que je le recommanderais? Je ne sais pas, mais de commencer par un 50, faire ses premières photos comme ça dans la rue et de se dire... c'est bien, mais avec le temps, c'est un peu frustrant. Je capte pas tout ce que j'aimerais. Enfin, en vrai, il n'y a pas de règle, parce qu'il y a des gens qui shootent très bien qu'un 50 mm. Il y a un certain...
Un mec qui est pas très connu, là, Henri Cartier-Bresson. Personne connaît. Écoute, il peut monter. J'ai vu quelques photos, quelques clichés. Il a pas beaucoup de likes sur Instagram, mais ça peut monter. Alors après, au-delà de ça, moi je recommande le 35 quand tu commences. D'accord. Parce que le 28, je le trouve un peu dur. Faut le remplir. Faut le remplir. Faut être très près et t'as vite des images très plates en fait. Pour composer, au début, ça peut être compliqué effectivement le 28. Donc je conseille le 35 moi pour commencer. D'accord. Le 35 et essayer de gentiment apprendre à bouger dans la scène et s'approcher un peu de ces sujets. Sans se faire violence au début, il faut pas chercher à se mettre tout près dans la zone d'intimité d'une personne. Ouais. Et, je pense que c'est progressif. J'ai l'impression qu'il y a quand même avec ce style de photographie où les gens rentrent dans la bulle, les photographes rentrent dans la bulle des gens, il y a une espèce de défiance de « moi j'arrive à le faire ça ». Ouais, et tout à fait. Et exactement, surtout pas mal de photographes qui shootent au flash, toujours un peu ce concours un peu d'ego à « ouais vas-y, moi je suis capable d'aller flasher quelqu'un à 50 cm du visage ». Moi je suis pas là-dedans, parce que c'est pas ça qui fait une bonne photo en vrai. Et alors, il y en a qui l'ont très bien fait. Si on devait cocher des éléments pour la bonne photo. En fait, il y a plein de façons de faire une belle photo. Il y a plein de photos qui t'émeuvent pour des raisons très différentes. Mais moi, en tout cas, ce que je vais rechercher, et en général, je vais être très content si j'arrive à avoir dans une même photo déjà ce qu'on appelle un instant photographique, pas forcément décisif. J'ai un peu de mal avec cette notion parce que l'instant décisif, je suis pas que à la recherche d'instant décisif. Parfois, ça va être une ambiance, ça va être vraiment juste un personnage, un regard, tu vois. Mais ça va être un instant photographique à mes yeux, intéressant. Et ensuite, la composition, la couleur. D'accord. Et si tout ça est réuni, que parfois il va se dégager une émotion ou pas. Mm-hmm. Mais c'est très dur. Enfin, c'est un peu le Graal que tu recherches dans chaque photo. Mais encore une fois, je te dis, si on compare des écoles par exemple, moi je suis pas que de l'école l'instant décisif. Si tu prends des photographes américains, l'école Stephen Shore, William Eggleston, tout ça, cette photo un peu du temps plus long, où tu es un peu dans l'attente de l'action, tu as de la présence humaine malgré tout, toi, à tous les étages, parce que si c'est une assiette, une voiture, une porte ouverte, donc tu suggères l'humain, mais t'es pas obligé de le montrer tout le temps et t'es pas toujours obligé d'être dans l'action. Donc j'essaye de rien m'interdire en fait, de pas avoir de vision dogmatique des trucs, toi. Sur les sujets en général, je suis toujours assez nuancé. Si tu me dis argentique ou digital, si tu me dis Fuji versus je sais pas quelle marque, si tu me dis JPEG ou versus RAW. Est-ce que tu aurais justement des références soit de photographes, soit de livres à donner pour donner envie justement à des personnes d'aller développer leur culture et d'aller découvrir d'autres artistes? Ouais, bien sûr, je peux reprendre... Des gens qui t'ont inspiré. Alors, la limite de l'exercice, c'est les maîtres de la photo qui ont plus de 80 ans, on peut bien évidemment les citer, mais si on peut citer aussi de nos contemporains. De moins de 80 piges. Mais après, il y a des artistes dont j'adore le travail. Si tu prends, j'ai acheté par exemple le livre de Sam Ferris. C'est un photographe australien qui joue beaucoup avec les lumières de Sydney, très contraste. Un photographe qui n'a pas fait de livre, mais dont j'adore le travail, qui s'appelle Jeremy Page. D'accord. Donc lui, il est plus sur Hollywood et en fait, son nom sur Instagram, c'est Eaten by Flower. Ah bah oui, évidemment. Voilà, donc ça, c'est un photographe pareil de grand talent. Donc lui, il est incroyable. J'ai acheté le livre aussi de Gustavo Minas. Oui. C'est ouf, lui aussi, ce qu'il arrive à faire. Il est incroyablement bon. Et ce que j'aime bien, du coup, c'est qu'on parle de photographes qui vont être États-Unis, Brésil. On parlait de qui d'autre? Sam Ferris en Australie. Donc tout ça, c'est de la photo de rue contemporaine qui est très inspirante. Ouais. J'en oublie plein en fait. J'en oublie plein parce que il y a beaucoup de choses. En fait, il faut que je raisonne par zone, tu vois. Ouais. En France, il y a évidemment Pierre Bellassène. Oui. Dont j'adore le travail. Dans le sud, j'ai besoin de cartographie en fait. Moi, je me rends compte que j'ai besoin. Dans le sud, il y a aussi Chris Garvey, qui travaille aussi sur pellicule en couleur et dont j'adore le boulot aussi.
D'accord. Enfin, la liste, elle est extrêmement longue et ils n'ont pas tous fait forcément de livres, Ok. mais c'est des photographes que je trouve très inspirants. Un truc en revanche qui est très vrai, c'est qu'en photo, parfois, il ne faut pas hésiter 2 fois. Oui. Parce qu'une fois que parfois, tu as juste l'échange de regard avec le sujet, juste avant que tu lèves ton boîtier à l'œil, et en général, c'est trop tard. Ce que je dis Je sais souvent, que parfois, ça peut me couper la chic un peu, ça. ce que je dis souvent, c'est en fait, prends la photo. Tu pourras toujours l'effacer après, alors que si tu l'as pas prise, Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et à un moment donné, c'est ça aussi pour les personnes qui ont plus de mal à se lancer, à s'approcher des gens et à penser qu'ils vont vraiment faire preuve d'un gros manque de respect et tout, c'est de se dire... à un moment donné, moi je sais ce qui a marché pour moi, c'est de me dire, est-ce que tu auras plus de regrets si tu ne fais pas la photo ou est-ce que tu vas ruminer ça m'arrive encore, mais du coup, à un moment donné, tu te dis, je vais tellement regretter de ne pas la faire que tu l'attentes, quoi. Et avec le temps, tu l'attentes, et tu finis par comprendre que tu as très rarement des problèmes. Et il faut aussi désacraliser ça. En réalité, moi, j'ai vraiment très peu de problèmes liés à la photo de rue, en fait. Et dans la rue, justement, est né ton livre qui est sorti il y a quelques jours. Il est sorti il y a quelques jours, il y a eu jeudi dernier. Voilà, à l'échelle de la vidéo, je ne sais pas, mais il est sorti en octobre 2024. Comment il est né ce livre? C'est quoi l'idée derrière le livre? Ce livre, Cosmopolite, je pense, ça retrace peut-être un peu ce qu'on s'est dit sur... c'est d'abord une histoire de redécouvrir Paris. Ouais. J'ai appris à réaimer Paris, en fait. Il a fallu que je quitte la ville pour ça. Je suis parti en trentenaire parisien blasé à Nice. Ouais. Et quand je suis revenu, j'ai redécouvert un terrain de jeu dingue. Je prenais plaisir à prendre le métro. Je me disais... c'est tout bête, mais en faisant 20 minutes de métro, je me perds. J'arrive à me perdre dans un quartier dans lequel je suis jamais allé. D'accord. Et même là, je vais 2 rues tout droit et une rue à gauche. Je vais potentiellement me sentir... c'est le plaisir de se perdre en fait dans sa propre ville. D'accord. Donc Cosmopolite, c'est d'abord une histoire de ça, de retrouvailles avec Paris. Et après, c'est un peu ce que je te disais sur une volonté de partager un Paris que j'estime pas assez montré, ou du moins... ouais, je te dis que ça soit à l'échelle du cinéma ou de la production photo contemporaine. Mais là, je suis heureux parce qu'il y a vraiment une grosse vague, une grosse génération. Ça fait genre, je parle comme un ancien, mais pour le coup, je le constate. Vraiment une génération qui arrive avec beaucoup de projets sur Paris qui vont sortir. Et je pense que c'est bien parce que ça redynamise un peu Paris en tant que ville intéressante, qui avait peut-être moins le vent en poupe que tu vois, des villes qui sont shootées, comme New York, comme... d'autres villes parfois plus exotiques entre guillemets pour un Européen, tu vois, des villes en Inde, des villes... Alors qu'encore une fois, la photo de rue, elle est née en France, quoi. Elle est née en France, mais il y a eu, on peut je pense le remarquer, tu vois, un petit... c'est pas un désamour, mais c'est juste que la production street photo, c'est un peu éparpillé ailleurs. C'est bien, c'est en train de redémarrer. Ouais, il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives, c'est cool. Il y a plein de groupes qui sont en train de faire plein de choses dans tous les sens. Exactement, il y a une grosse énergie qui fait vraiment plaisir à voir. Et donc voilà, Cosmopolite, en un mot, c'est un peu ce qu'on s'est raconté tout au long de l'épisode, c'est la volonté de montrer ces quartiers, je trouve, qui représentent... Être parisien, c'est plein de choses en fait, c'est pas vraiment juste être né à Paris, on vient tous d'ailleurs. Et j'avais envie de montrer que le Paris que j'adore voir, c'est ce Paris... alors ça fait peut-être un peu bisounours, mais du vivre ensemble et pas au sens politique du terme, tu vois. C'est vraiment au sens où on partage l'espace public, les mêmes quartiers, les mêmes terrasses. Donc ça veut dire aussi que si tu refais un deuxième livre, tu vas repartir pendant 3-4 ans dans une ville de province soit ça, ou alors je pense que la direction est en vrai qui est déjà un peu entamée, c'est plutôt là où du coup j'effleurais quand même en surface pas mal de quartiers, c'est vraiment de faire un projet plus de l'intérieur. D'accord. Donc je sais pas trop tout dévoiler d'un coup, mais je veux rester à Paris. D'accord. Je pense que j'ai beaucoup de choses encore à raconter sur Paris. Et ok. Écoute, on va finir avec la dernière question. Donc, comme je te disais tout à l'heure, quasiment à chaque interview, il y a ton nom qui sort du chapeau.
Donc tu peux pas Et t'auto-citer. bah, je vais, Voilà, je vais remuer le chapeau. Et je pense citer plusieurs ou pas? Absolument. Bah écoute, évidemment, je vais citer Morgane, mon pote Morgane le tourneur, qui photographie beaucoup Paris, avec qui on passe beaucoup de temps dans les rues de Paris. Qui je pourrais citer d'autres je suis très bien Omar Adjiwari, qui est mon autre très bon pote aussi, qui shoot encore peu Paris, mais qui en passe de shooter plus Paris. Cool. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci à toi Merci. Et puis, de m'avoir invité, parce que voilà, je trouve qu'il faut soutenir ce genre d'initiative. Tu donnes la parole à des photographes sans te mettre en avant outre mesure.